réveil. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Voici les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre grec a remis ses nouvelles propositions à Bruxelles. Il va les soumettre ce matin à son Parlement avant que les créanciers les étudient à leur tour. Verdict et acte final de cette tragédie grecque prévue dimanche. Binyamin Netanyahou recevra dans la journée la famille du jeune Israélien disparu dans la bande de Gaza. Son sort reste incertain 10 mois après sa disparition. Le Hamas prétend l'avoir relâché. Israël affirme le contraire. Et puis toujours pas de poignée de main historique à Vienne. Les 6 grandes puissances et l'Iran peinent à finaliser un accord sur le nucléaire iranien. Téhéran dénonce des exigences américaines de dernière minute. John Kerry menace de ne pas rester éternellement autour de la table. Enfin, on s'arrêtera également sur cette polémique qui enfle en France. L'appel « Touche pas à mon église » prend de l'ampleur. Un appel qui s'oppose à la transformation des églises désaffectées en mosquées. Nicolas Sarkozy et d'autres personnalités ont suivi le mouvement. Bienvenue à tous. TVA, impôts, retraite, privatisation. Alexis Tsipras a donc remis sa copie hier à ses créanciers. Il lâche du lest et va dans le sens de Bruxelles. Le Premier ministre grec présentera son plan de réforme à son Parlement dans la journée avant qu'elle ne soit étudiée à Bruxelles. Et le verdict devrait donc tomber dimanche. Explication, Steve Jourdain. Tsipras a-t-il rendu les armes? Il est aux alentours de 21h hier lorsque le Premier ministre grec remet au mécanisme européen de stabilité son plan de réforme détaillé. Surprise, le document de 13 pages reprend dans les grandes lignes les exigences des créanciers exprimées le 26 juin dernier. Ces exigences rejetées quelques jours plus tard par référendum. En vrac, hausse de la TVA à 23%, notamment dans la restauration, suppression des avantages fiscaux des îles, nouveau paquet de privatisation et des réglementations de certaines professions. En échange, Athènes réclame un financement de près de 50 milliards jusqu'en 2018. Surtout, Alexis Tsipras mise sur les quelques 35 milliards promis par Jean-Claude Juncker afin de donner un peu d'air à une économie menacée d'asphyxie. Reste à savoir si un tel texte plaira à la coalition au pouvoir à Athènes. Les députés de la Voulie doivent encore approuver les mesures proposées par Tsipras et pour l'heure, rien ne dit que les 149 députés Syriza iront dans le sens de leur leader. Seule satisfaction pour la gauche du parti, la mention d'une renégociation de la dette à long terme. Angela Merkel demandait lundi dernier que le nouveau plan soit plus dur que celui présenté par Athènes avant le référendum. Fort de sa victoire sans appel et désireux d'éviter un Grexit, Alexis Tsipras en prend son parti et présente un texte très proche des exigences des créanciers. Certains pourraient y voir ici une victoire posthume du oui. Et depuis Athènes, on retrouve notre correspondant Ismaël Mereghetti. Bonjour. Alors Alexis Tsipras a donc présenté dans la journée ses propositions à son Parlement qui devra les avaliser. Est-ce que c'est une procédure à risque ? Alors, pas vraiment, et ce pour 2 raisons. La première, c'est qu'Alexis Tsipras a la majorité au Parlement et qu'avec le référendum, il a resserré les rangs de son camp et éteint le début de fronde qui commençait à sa gauche. La deuxième raison, c'est qu'il a pris le soin, avant de finaliser ses propositions, de rencontrer mercredi soir les chefs des autres partis politiques. Et de cette rencontre est née l'idée d'une union nationale pour mener à bien la dernière ligne droite des négociations. Donc après s'être divisé au moment du référendum, les Grecs semblent à nouveau faire bloc derrière le chef de l'État. Alors Ismaël, sur le fond des propositions de cette copie que Tsipras a rendue hier aux Européens, on parle de TVA, d'impôts, de retraite, de privatisation. Finalement, il n'a jamais été aussi loin. Alors, il l'a répété hier à sa garde rapprochée, il fera tout pour obtenir un accord avec les Européens. C'est ce qui explique que les mesures qu'il propose soient de plus grande envergure encore que celles des créanciers avant le référendum. Donc c'est un plan de 12 milliards d'euros sur 2 ans qui souhaite réformer en profondeur le pays. Donc ce plan inclut, vous l'avez dit, une hausse du taux général de TVA, une fiscalité accrue avec une hausse de l'impôt sur les sociétés, des taxes sur le luxe, une réforme des retraites et également les privatisations qui devraient reprendre après avoir été gelées en janvier. Donc oui, Alexis Tsipras propose
est prêt à accepter des mesures d'envergure, mais avec un but précis en tête, obtenir cette promesse de renégociation de la dette. Voilà, et la réponse devrait donc arriver dès dimanche. Merci beaucoup Ismaël depuis Athènes. Autre titre, je vous le disais, Israël a révélé hier la disparition à Gaza de 2 de ses citoyens dans des circonstances assez obscures. Mais pour l'État hébreu, une certitude, le Hamas est responsable de leur sort car ils ont été détenus par le mouvement islamiste. Binyamin Netanyahou doit recevoir dans la journée la famille du jeune Israélien d'origine éthiopienne. Maël Benoliel est allé à leur rencontre. Zikim, c'est depuis cette plage qu'il s'est infiltré dans la bande de Gaza pour des raisons que l'on ignore encore. Abera Mengistou, 29 ans, israélien d'origine éthiopienne, est porté disparu depuis septembre 2014. C'est à cette période qu'il a franchi volontairement la frontière qui sépare Israël de l'enclave palestinienne. Presque un an après ce geste inexpliqué, c'est le choc dans ce quartier populaire d'Ashkelon où il vivait avec sa famille, alors que la nouvelle, jusque-là sous le coup de la censure, vient d'être autorisée à la publication par les autorités israéliennes. Nous n'étions pas au courant que leur fils manquait à l'appel et qu'il lui était arrivé cela. Bien que partiellement démenti par le Hamas, Abera est pourtant bel et bien entre les mains de l'organisation terroriste. À l'entrée de l'immeuble du domicile familial, la famille d'Abera a tenu à convoquer la presse. En présence de la mère et du père, c'est le grand frère qui prend la parole. Je demande aux autorités israéliennes de faire tout ce qu'elles peuvent pour ramener mon frère à la maison. Je demande aussi à la communauté internationale d'intervenir et d'user de son influence pour faire libérer mon frère. Et au Hamas, je demande qu'il prenne en considération la situation de mon frère et qu'il le libère immédiatement. Abera Mengistou est connu des services sociaux de la ville car ce dernier souffrirait de sérieux troubles psychologiques. Le député israélien Avraham Nagosa nous confie même que ce sont les autorités israéliennes qui ont fait taire la famille jusqu'à aujourd'hui. On leur a demandé de garder le silence, de garder ça secret afin de faciliter les négociations pour le ramener à la maison. En dépit de la proximité avec la bande de Gaza, Zikim est une plage ouverte au public. Cette dernière a même été le théâtre l'été dernier pendant l'opération Bordure Protectrice d'une infiltration par la mer de 4 terroristes du Hamas. Voilà, il y a un deuxième Israélien d'origine bédouine, vous le savez, lui aussi porté disparu. Il se serait rendu à Gaza, lui aussi de son propre chef, mais cette fois au mois d'avril. Bonjour Daniel Haïk, notre spécialiste des questions de société israélienne. Bonjour, et bonjour à Jacques Neria, notre consultant en affaires militaires, ancien officier des services de renseignement israéliens. Que peut-on dire ce matin du sort de ces deux Israéliens? Pourquoi tant de versions circulent? Il n'y a pas beaucoup de versions. La seule version valable, c'est qu'ils ont traversé la frontière délibérément. Ils sont aux mains du Hamas. Et là, c'est là où s'arrête, je dirais, la responsabilité du Hamas. Hamas prétend que, soi-disant, Mengistou a été relâché immédiatement, a continué vers l'Égypte. Personne ne peut le prouver, il est passé par les tunnels. Selon les renseignements israéliens, il est toujours aux mains du Hamas. Donc c'est là où nous en sommes, et c'est le Hamas qui doit répondre, je dirais, du sort de ces deux Israéliens. Le problème aujourd'hui est le suivant, c'est que dans les accords qu'il y avait eu avec Shalit, il y avait eu une troisième phase où Israël devait libérer des prisonniers arabes israéliens. Cette clause n'a pas été respectée par Israël pour des tas de problèmes domestiques et tout le reste. Donc aujourd'hui, le Hamas, qui semblerait, je dirais, négocier avec Israël, vous voulez discuter à propos de la libération de ces deux Israéliens, commencez d'abord par appliquer ce dont vous êtes engagé il y a quelques mois. Donc étant cela, nous sommes dans un grave problème, je dirais, de négociation. Parce qu'Israël refuse, on va reparler des négociations dans un instant. Daniel, Jacques parlait de l'affaire Shalit. Est-ce qu'on peut comparer cette affaire au cas Shalit? Deux éléments diffèrent. De un, il serait entré de leur plein gré dans la bande de Gaza. Il ne s'agit pas de soldats. Ce n'est donc pas un acte belliqueux, un enlèvement de la part du Hamas. Est-ce que ça va influencer finalement les efforts qui vont être faits pour les libérer?
il est clair que ce sont deux cas totalement différents et c'est deux problématiques totalement différentes. On ne peut pas comparer un cas proprement sécuritaire à ce qui semble être, dans le cas précis, un cas humanitaire. C'est un cas humanitaire. Ils sont entrés de leur plein gré à l'intérieur de la bande de Gaza. Il ne s'agit pas de soldats qui étaient en mission, de commandos d'élite de l'armée israélienne qui sont entrés à l'intérieur du territoire israélien, qui ont été capturés. Ce sont des personnes apparemment déséquilibrées qui sont rentrées à l'intérieur de la bande de Gaza de leur propre gré. Et là, se pose la question de la responsabilité de l'État. Est-ce que l'État d'Israël est responsable des faits et gestes de chaque citoyen, même si ce citoyen sait qu'il risque d'être capturé, de voir sa vie mise en danger? Là, il y a une véritable problématique. Et c'est la raison pour laquelle, justement, les autorités israéliennes n'ont pas voulu révéler l'existence de cette affaire au préalable. Parce qu'ils pensaient que si c'était révélé, bien on passerait de la phase de l'humanitaire à un problème politique, diplomatique, sécuritaire, qui ferait monter les enchères de la part du Hamas et qui pousserait le Hamas à réclamer la libération, justement, de nombreux prisonniers palestiniens. Je vous propose d'écouter la réaction officielle du ministre de la Défense israélien, Moshe Ya'alon, qui a promis qu'Israël ferait tout pour les libérer. Écoutez. 2 citoyens israéliens sont retenus dans la bande de Gaza par le Hamas. L'État d'Israël s'emploie sans relâche pour qu'ils retrouvent leur famille. Nous considérons que le Hamas est responsable de leur sort et nous exigeons leur restitution. J'ai rencontré la famille d'Avera Mengistu, je l'ai informé de nos actions et je leur ai apporté mon soutien. Nous sommes également en contact avec la famille du 2e Israélien retenu dans la bande de Gaza et nous l'informons des développements. Le Hamas est responsable de leur sort et le Hamas doit les restituer à leur famille. Jacques, un mot du 2e Israélien disparu, c'est un bédouin du village de Khoura dans le Negev. Là aussi, beaucoup de flou sur son entrée à Gaza. Alors, à propos de ce citoyen israélien, il y a très peu de détails, presque rien, à part le fait que ce soit un bédouin israélien qui vient de la petite bourgade de Khoura dans le Negev. On ne sait pas pourquoi, comment, d'où, de quel loin. On sait, concernant Mengistu, on sait qu'il a traversé Zikim, on sait qu'il a grimpé sur les barbelés, que les soldats n'ont pas tiré dessus, lui ont dit arrête, ne traverse pas. Tout simplement, il a continué son chemin et il s'est retrouvé de l'autre côté. C'est une défaillance des services de sécurité israéliens. Les instructions sont les suivantes. Quand c'est un homme qui n'est pas armé, donc on ne peut pas lui tirer dessus, on l'avertit. Et puis, on ne peut pas l'empêcher finalement physiquement. Tout à fait. C'est une infraction. C'est une infraction, bien sûr. C'est un territoire ennemi, donc c'est un territoire ennemi, c'est une infraction. Mais le résultat est le même. Ouais. Donc nous avons déjà eu dans le passé un cas de Tenenbaum qui a été enlevé par Hezbollah, mais de son propre gré a été dans un pays du Golfe. Il a été emmené dans un avion à Beyrouth. Il s'est promené pendant 2 jours à Beyrouth avant d'être arrêté. Puis ensuite, il a fallu, pour le ramener en Israël, payer très cher. Daniel, pour finir, Israël va tout faire pour libérer ces 2 citoyens, mais la famille de ce jeune d'origine éthiopienne reproche au gouvernement Netanyahou de ne pas en faire assez. Oui, et d'une certaine manière, ces reproches pose déjà un véritable problème. C'est-à-dire on est déjà tombé dans une sorte d'affaire de communautarisme qui fait suite aux manifestations de la communauté des originaires d'Éthiopie de ces dernières semaines, où on a vu un véritable front anti-gouvernemental venant de la part de cette communauté. Alors je crois que là, quelque part, il y a un véritable danger de faire sombrer cette affaire dans un problème communautariste, alors que ce n'est pas un problème communautariste, c'est un problème humanitaire, uniquement humanitaire. Il ne faut pas que la famille tombe dans ce piège là, soit que d'une certaine manière sa colère soit attisée par certains militants qui veulent essayer justement de véhiculer ce message de racisme de la part de la communauté. On n'est pas dans le cas de Gilad Shalit. Contrairement à ce qu'a dit un des militants justement de cette communauté, s'il était blanc, l'État d'Israël aurait réagi de la même manière que s'il s'agit d'un originaire de la communauté éthiopienne de peau noire. Et donc il ne faut pas mélanger les problèmes. Il faut laisser ce problème dans l'aspect humanitaire. C'est la seule solution de le régler rapidement. Si on ne le réglera pas rapidement, eh bien, il y aura aussi un problème pour la restitution des corps des 2 soldats qui, eux, ont combattu l'année dernière, envoyés par l'État d'Israël, Hadar Goldin et Oron Shaul. C'est un peu trop tard.
parce que déjà dans les photos qu'on a vues, nous avons vu les politiques d'origine éthiopienne se mêler déjà à la mêlée et commencer à revendiquer des tas de contestations. Merci beaucoup Daniel et Jacques. Voilà, et toujours à propos du Hamas et de Gaza, Israël a choisi de changer de stratégie vis-à-vis des plaintes déposées par les Palestiniens pour crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. D'abord réticent à toute coopération, Israël veut désormais prouver que les Palestiniens ne sont pas fondés à plaider devant cette instance. Explication Cyril Amar. Israël est-il en train d'adopter une nouvelle stratégie pour contrer l'offensive palestinienne à la Cour pénale internationale? Fini la politique de la chaise vide. Une délégation interministérielle israélienne se rendra dans les prochaines semaines à La Haye pour rencontrer la procureure Fatou Bensouda. Aux Pays-Bas, les hauts fonctionnaires israéliens contesteront la compétence de la Cour à traiter des plaintes palestiniennes, en rappelant que la Palestine n'est pas un État de plein droit et que seule la justice israélienne est habilitée à enquêter sur des crimes supposés. Pour autant, l'État hébreu n'a pas l'intention de coopérer avec la CPI dans l'examen préliminaire entamé le 16 janvier dernier, à la demande des Palestiniens. Une instruction qui vise à déterminer si les conditions sont réunies pour justifier l'ouverture d'une enquête en bonne et due forme sur les accusations de crimes formulées après le conflit de l'été dernier dans la bande de Gaza. Pour l'en convaincre, le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Maliki, a déposé à La Haye un premier dossier pour nourrir l'enquête. L'État de Palestine a promis de coopérer avec la Cour, notamment en partageant des informations, et l'État tient sa promesse aujourd'hui. Les informations partagées par l'État de Palestine présentent des arguments convaincants pour l'ouverture rapide d'une enquête. Reste à savoir si l'offensive palestinienne relève de la stratégie ou de la simple tactique pour relancer un processus de paix moribond. La perspective d'un accord sur le nucléaire iranien est toujours incertaine. Au 13e jour des discussions à Vienne, les deux parties, je vous le disais en titre, haussent le ton pour cette dernière ligne droite. Les Iraniens accusent les puissances occidentales d'en exiger toujours plus. Et de son côté, John Kerry a menacé hier soir de ne pas rester éternellement autour de la table. Écoutez-le. J'ai discuté avec le président Obama hier soir et nous n'allons pas rester assis à la table des négociations éternellement. Mais nous reconnaissons aussi que nous ne pouvons pas tout simplement nous lever et partir parce que les 12 coups de minuit ont sonné. Le fait est que malgré tous nos efforts et tous les progrès accomplis, certaines des questions difficiles restent sans solution. Ces négociations ne sont pas sans limite de durée. Le président Obama me l'a redit clairement, nous ne pouvons pas attendre éternellement que des décisions soient prises. Si des choix difficiles ne sont pas faits, nous sommes tout à fait prêts à mettre un terme à ce processus. Et depuis Vienne, on vous retrouve Léa Berdugo, notre envoyée spéciale. Alors on vient de le voir, hein, le ton est monté ces dernières heures. Est-ce qu'on peut imaginer que les négociations n'aboutissent pas à un accord ? Bah écoutez, à ce niveau de négociation, on peut tout imaginer tout simplement. Les deux parties sont en train de camper sur leur position. On dirait que la date butoir n'a plus son importance. Les deux différentes parties sont prêtes à continuer jusqu'à ce que l'accord soit acceptable et pour l'un et pour l'autre. Mais cependant, cet accord serait nécessaire et pour les grandes puissances et pour l'Iran, notamment d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue politique. Donc les différentes parties vont continuer à s'accorder dans l'espoir d'aboutir à un accord. Alors Léa, le fait de déborder sans cesse de date butoir en date butoir joue en faveur de qui dans ces négociations difficiles, pour reprendre un terme qu'a utilisé John Kerry hier? Écoutez, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les Iraniens, on l'a rappelé, ne prenaient pas en compte cette date butoir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avançaient de nouvelles exigences. C'est également le cas des Occidentaux et des grandes puissances. Et notamment, au cœur de ce problème, on a la levée de l'embargo sur les armes iraniennes par une résolution des États-Unis. Et cette question crée des divisions au sein du groupe P5+1, notamment entre la Russie et les États-Unis. La Russie souhaite cette levée, tandis que les États-Unis sont pour l'instant opposés. Donc de nombreuses difficultés dans les négociations actuellement.
Alors, précisément un mot des États-Unis et des dates butoirs. Le Sénat a engagé cette nuit, le Sénat américain, une procédure pour prolonger la ratification de cet accord. Est-ce que ça va, d'une quelconque manière, influencer l'issue de ces discussions ? Écoutez, très certainement, mais ce qu'on sait maintenant pour l'instant, c'est que les discussions se concentrent encore au niveau technique. Bien sûr, il y a le niveau politique avec tous les ministres des Affaires étrangères qui sont présents ici, mais la date butoir, vous le savez, avait été fixée ce matin à 6h heure de Vienne par rapport donc au Congrès et à la future législation quant à cet accord. Maintenant, eh bien que ça n'a plus trop d'importance, on ne sait pas où ça va amener et surtout on ne sait pas quelle sera la date limite prochaine. Voilà, une discussion qui se prolonge donc à Vienne. Merci beaucoup, Léa. En France, touche pas à mon église. C'est l'appel lancé par un éditorialiste français sur la possibilité de transformer en mosquée les églises désaffectées. C'est aussi vite devenu une pétition qui a créé la polémique. Exactement. Alors comment cette pétition est-elle née? À la mi-juin, Dalil Boubaker, qui est donc le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui à l'époque était encore le président du Conseil français du culte musulman, est interrogé sur Europe 1 par Jean-Pierre El-Kabash sur la pénurie des lieux de prière. Alors, El-Kabash a lu le bouquin de Boubaker et l'interpelle sur la suggestion de celui-ci de récupérer des églises vides pour son propre culte. Alors, Boubaker hésite, il reconnaît que c'est un problème délicat, sauf que El-Kabash, il insiste et mais dites-le si vous le pensez. On regarde, c'était donc le 15 juin dernier sur Europe 1. Vous suggérez de récupérer pour votre culte des églises vides. Vous pensez que ces églises seraient utiles? Écoutez, c'est un problème délicat, mais je pense... Mais dites-le si vous le pensez. Pourquoi pas? À Clermont-Ferrand, j'ai trouvé tout de même des religieux qui étaient disponibles à accueillir aussi des musulmans. C'est-à-dire que quand des églises seront désertes ou désertées, vous pensez qu'elles peuvent servir au culte musulman? C'est le même Dieu, ce sont des rites qui sont voisins, qui sont fraternels, et je pense que la maison musulmans de Dieu. Voilà. Et chrétiens peuvent coexister. Alors El-Kabash très agité sur sa chaise et il n'est pas le seul à s'être agité. On en vient donc à cette pétition. L'hebdomadaire Valeurs Actuelles lance un appel même dans son numéro du 9 juillet. Touche pas à mon église. Alors c'est bien sûr une référence à touche pas à mon pote de SOS Racisme dans les années 80. Pétition qui a été signée notamment, ce qui lui a donné encore plus de bruit, par l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, accessoirement chef du parti Les Républicains, le polémiste Éric Zemmour, et puis d'autres. Alors laissez-moi citer le magazine Challenge. On y trouve le banc et l'arrière-banc du réac bien de chez nous, baguette, béret et saucisson. Ce n'est plus une pétition, c'est le train fantôme de la ringardise franchouillarde, le grand 8 des Bidochons, le Space Mountain des Super Dupont, et j'en passe. Alors parmi ces signataires Super Dupont, on trouve aussi Philippe de Villiers, André Berkoff, Jeannette Bougrabe, Alain Finkielkraut et d'autres. Et puis particulièrement outré, notamment le député FN Gilbert Collard, qui va de sa propre plume et digresse sur Twitter. Touche pas à notre histoire, ajoute-t-il. Résultat, Boubaker n'a d'autre choix que de faire marche arrière et de rassurer. Il n'y a aujourd'hui aucun souhait ni volonté de projet dans ce sens, dit-il, et quand bien même, d'après l'association l'Observatoire du patrimoine religieux, il n'y aurait que 4 cas de transformation d'églises en chapelle ou en mosquée, pour la simple raison, c'est que ces églises inusitées se trouvent en zone rurale, là où le culte musulman n'est que très peu présent. Merci beaucoup, Betsabé. Bonjour à Michel Kishka. Bonjour, Barbara. Vous en pensez quoi de cette affaire? Est-ce qu'effectivement, il s'agit du même Dieu? Ces maisons sont des maisons de Dieu pour tous? Ou est-ce que c'est une proposition trop délicate à un moment où ce sujet est trop sensible en France? Vous savez, à travers l'histoire, l'Espagne a été la charnière, justement, entre la conquête musulmane et la reconquista d'églises qui étaient aussi des synagogues et qui sont devenues des mosquées, qui sont redevenues des églises. Généralement, ça s'est fait par la guerre. Ça ne s'est pas fait dans un accord comme ça pacifiste.
Alors, ce serait bien si Boubacar, ce qu'il dit, tout le monde était d'accord avec lui. Si on disait c'est la maison de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, alors ça supprimerait toutes les religions et on pourrait faire dans les églises des clubs de ping-pong ou des mosquées, ce serait très bien. Voilà, on a bien compris votre position. Allez, on fait le bilan de l'actu de la semaine, hein, comme tous les vendredis, avec vos dessins. Bon, 2 grands thèmes nous préoccupent. Et c'est le cas depuis, j'ai envie de dire, une dizaine de jours déjà, des semaines et des semaines. C'est évidemment la Grèce et les négociations en Iran. On démarre par la Grèce. On va regarder les dessins que ça vous a inspirés. Ben oui, parce que ça donne l'occasion, évidemment, de faire beaucoup de dessins. Et donc, après la victoire écrasante au référendum de Tsipras, son premier geste a été de licencier ou de faire démissionner Varoufakis, parce qu'en fait, il avait eu des prises de position et de parole en traitant l'Europe de terrorisme économique. Donc, il était peut-être déjà persona non grata pour la poursuite des négociations qui est encore en cours. Il n'y a pas de date butoir non plus pour la Grèce. Et votre correspondant l'a très bien dit, c'est que finalement, le non va peut-être se transformer en une forme de oui. Parce que les nouvelles propositions qu'il amène, tout en essayant de faire une coalition en Grèce, c'est peut-être ça finalement qui va se se passer. On a vu Varoufakis à les poches vides aussi. Oui, vous savez, c'est une scène de Zorba le Grec, avec Anthony Quinn et Perkins. Je les ai mis en position, je pensais que c'était un clin d'œil aussi au cinéma. Allez, un autre dessin que vous a inspiré cette situation en Grèce. Mais absolument, d'abord c'est cette photo qui a fait le buzz sur le web de ce retraité qui ne pouvait pas retirer la retraite de sa femme de sa banque, en pleurs. Et bon, il s'est trouvé un proche en Australie, ça aussi c'est un autre buzz. Mais finalement, ça m'a inspiré de représenter justement Tsipras dans la position de ce retraité face à tous les créanciers qui sont l'Europe. Vous le sentez désespéré, en pleurs, Tsipras? Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est une caricature. C'est pas la réalité. Je ne sais pas s'il a des conseillers qui lui disent quelle image il doit projeter de lui, mais il est souriant tout le temps. Il est incroyable dans l'attitude qu'il a, la confiance qu'il dégage. C'est intéressant de suivre cette histoire comme caricaturiste. Un petit côté Matteo Renzi presque, Tsipras. C'est vrai. Il est dans les rangs là. Oui, c'est vrai, il est derrière lui. Il est derrière lui. Tout ça en gris sauf Merkel. Oui, elle s'habille jamais. Elle a toujours des couleurs de très mauvais goût. Et encore, vous êtes sympa. Vous avez été sympa avec les pêches. Alors voilà pour cette affaire grecque. Et puis l'Iran. Évidemment, les discussions se prolongent et se prolongent. Et se prolongent. Et donc finalement, donc j'ai pris ces deux informations de la Grèce et de l'Iran en disant Kerry avec sa plume et Zarif avec son encrier. Et voilà, il dit on va remettre ça au calendrier grec. C'est une expression qu'on ne pouvait pas traduire. J'ai essayé de vérifier si je pouvais le lire en anglais ou en hébreu, c'est impossible. Il dit vous ne pensez pas que les Grecs ont assez d'emmerdes comme ça? Laissez-les tranquilles. Voilà. Et voilà, c'est là qu'on se retrouve. Et en fait, on est maintenant là où on aurait dû être au départ des pourparlers. C'est vraiment mon ressenti. Les Américains auraient dû être très durs depuis le départ. Et il y avait cet espoir que caressait Obama de ce rapprochement, comme il y a eu avec Cuba. Et ça ne se fait pas. Et voilà. Et si jamais ils arrivent à un cas de non-signature, la situation va s'aggraver. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Allez, restez avec nous, regardez ces images. On va finir donc par ces images impressionnantes avant de se quitter pour un nouveau journal. C'est une tornade qui a frappé la région de Venise, un tourbillon accompagné de vents violents qui a arraché, vous le voyez, des arbres, des lampadaires, des toitures. Un homme est décédé alors qu'il se trouvait dans son véhicule quand la tornade a soulevé la voiture avant de leur faire retomber violemment au sol. Et sur cette vidéo, réalisée par un père et sa fille, depuis l'intérieur de leur véhicule, on peut voir la tornade s'approcher sous forme de colonnes aspirantes. Voilà pour l'Italie. Allez, à suivre après un nouveau journal, on continuera à décrypter le dossier du nucléaire iranien. Si les négociations ont été si âpres et sont toujours âpres, c'est parce que le monde craint que l'Iran cherche à se doter d'un programme militaire et non civil. On tente de décortiquer le vrai du faux. Après un nouveau journal avec Eleanor Veil.
Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on va tenter de décrypter ce dossier qui nous préoccupe depuis plusieurs mois. C'est le dossier du nucléaire iranien. Et vous le savez, on le disait, il n'y a toujours pas eu de poignée de main historique à Vienne. La perspective d'un accord sur le nucléaire est donc toujours incertaine. Au 13e jour de ces discussions, et les deux parties haussent le ton pour cette dernière ligne droite. Téhéran a dénoncé des exigences américaines de dernière minute. John Kerry a quant à lui menacé de ne pas rester éternellement autour de la table. Alors stratégie de dernière minute ou réelle difficulté? Rebonjour Léa Berdugo. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Bonjour Barbara. Écoutez, les deux parties ont des exigences pour l'instant qui semblent assez opposées. Nous sommes dans la dernière ligne droite, donc chacun essaie d'avancer ses dernières cartes et ses derniers arguments avant la conclusion éventuelle d'un accord. Alors on a entendu les Iraniens reprochent aux puissances occidentales d'avoir changé de position et d'avoir ajouté d'autres demandes. Les Américains disent que les Iraniens ne font pas assez de concessions pour parvenir à un éventuel accord. On l'a vu, cette deadline n'est encore une fois pas respectée. On verra donc où les négociations vont mener. Ici à Vienne, certains parlent d'une conclusion d'un accord peut-être dimanche ou lundi matin. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup Léa. Et si les négociations sont si âpres, c'est parce que le monde craint effectivement que l'Iran cherche à se doter d'un programme militaire et non civil, comme il le prétend. Myriam Aman tente pour nous de décortiquer le faux du vrai. Regardez. Les Iraniens affirment que leurs activités nucléaires passées, présentes et futures n'ont qu'un seul objectif, le civil. Une affirmation que contestent les Israéliens. Le Premier ministre n'a de cesse de convaincre la communauté internationale que c'est bien la bombe nucléaire que cherche à obtenir le régime des Mollahs. Où doit être placée la ligne rouge? Elle doit être placée juste ici. Avant que l'Iran n'atteigne la deuxième phase d'enrichissement nucléaire nécessaire à fabriquer une bombe. Mais Israël n'est pas le seul pays à soupçonner l'Iran de tenter de développer le nucléaire à des fins militaires et des indices tendent à prouver les craintes israéliennes. Pour obtenir un programme nucléaire civil, de l'uranium enrichi à 5% suffit. Pour du nucléaire militaire, il faut de l'uranium enrichi à 90%. La séquence intermédiaire est enrichie à 20%, mais le passage entre 20 et 90% est assez rapide. L'Iran s'est targué à plusieurs reprises d'enrichir son uranium bien au-delà du pourcentage nécessaire aux civils. De plus, le régime des Mollahs possède plus de 18 000 centrifugeuses qui permettent l'enrichissement d'uranium. Plus il y a de centrifugeuses, plus on peut obtenir un taux d'enrichissement élevé. Autre indice qui tente à prouver que l'Iran cherche la bombe atomique, les centrales nucléaires. Et elles sont nombreuses, au moins 20 sites éparpillés dans tout le pays. Et très peu sont ouvertes à l'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Téhéran tient secret l'existence des autres sites nucléaires. Certains sont construits en sous-sol, comme celui de Fordo, pour qu'ils ne puissent être attaqués par les airs ou simplement être repérés par les satellites. Enfin, l'arsenal balistique de l'Iran pose également question. L'Iran possède des Shebab, des missiles qui peuvent être dotés d'une tête nucléaire. Certains ont une portée de plus de 2000 km. Bonjour à Jacques Nériel, notre consultant en affaires militaires. Avec ou sans accord, l'Iran obtiendra la bombe atomique? J'espère que non. J'espère que non. Enfin, c'est ce que nous tous espérons, que les sanctions qui continueront sur l'Iran empêcheront l'Iran de développer dans un laps de temps nécessaire pour contrer cet effort-là. Mais si effectivement il n'y a pas de contrôle, si effectivement il n'y a pas d'accord, la route est ouverte pour les Iraniens pour courir au plus vite pour avoir une bombe atomique. Et là, je dirais, entre cette course effrénée pour avoir la bombe atomique et la course effrénée des autres, je dirais, des rivaux qui voudraient tout simplement arrêter les Iraniens, là, je pense que ça sera très intéressant de savoir comment les choses vont
se développer dans les prochains mois. Alors justement, pas d'accord vaut mieux qu'un mauvais accord. C'est l'adage qui prévaut, mais ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'un mauvais accord vaut peut-être mieux que pas d'accord du tout à cause de ces contrôles. Alors, un mauvais accord a ses avantages, naturellement. C'est le fait que l'Iran, quand même, est soumis à un certain régime de contrôle. On sait plus ou moins qu'est-ce qui va être visité, qu'est-ce qui va être contrôlé. Et l'Iran, naturellement, sera freiné dans sa lancée pour atteindre une bombe atomique, puisqu'il y aura naturellement des sanctions qui seront appliquées au cas où. De l'autre côté, s'il y a un accord mauvais autant qu'il soit, permettra à l'Iran de continuer ses efforts et il faudra des lunettes spéciales. D'ailleurs, on l'a vu, Jacques, si on prend l'exemple du passé, que ce soit avec la Corée du Nord, le Pakistan, l'Inde, aucune négociation n'a jamais permis vraiment à un pays de stopper. Quand c'est une décision au niveau national qu'il faut atteindre un certain but, on va tout sacrifier. Même, je dirais, les sanctions les plus dures n'arrêteront pas l'Iran pour arriver à ce que veut l'Iran, une bombe atomique. Voilà, les sanctions les plus dures et peut-être aussi les États-Unis. Merci beaucoup, Jacques. On se dirige à présent vers New York. On retrouve notre correspondant David Benaïm. Alors, le Congrès américain a prolongé cette nuit à minuit les sanctions américaines pour 60 jours supplémentaires et s'octroie donc un prolongement pour ratifier ou non cet accord. Est-ce que c'est une procédure qui pourrait faire capoter au final un accord s'il est bel et bien signé ? Si un accord est trouvé, les représentants des deux chambres ont un délai donc de 60 jours maintenant, selon la date de finalisation de l'accord, pour examiner les détails avant de procéder à un vote. Mais si le Congrès ne ratifie pas l'accord, le président a toujours un droit de veto pour forcer son passage, à moins qu'une majorité de 2/3 des sénateurs se mette sur son chemin, ce qui est réalisable vu que 14 sénateurs démocrates ont déjà exprimé leur réticence à ratifier tout deal avec l'Iran. Alors, de manière générale, David, est-ce que l'opinion publique américaine, est-ce que la presse américaine suit de près ces discussions? Est-ce qu'un accord avec l'Iran intéresse les Américains? Les grands quotidiens nationaux comme le Washington Post ou le New York Times suivent de très près les négociations à Vienne, tout comme les journaux du soir des chaînes nationales, mais les Américains suivent l'affaire comme un soap opéra que l'on regarde de loin. Il n'y a pas de passion ou de débat autour du sujet, même si les Américains considèrent l'Iran comme étant une menace pour eux à plus de 63%, selon un sondage de Gallup pour le Wall Street Journal. Seuls 32% estiment qu'un accord avec Téhéran est une bonne chose pour le pays. Oui. Et surtout, plus d'un tiers des sondés avouent ne pas en savoir assez pour pouvoir se prononcer. Alors, pour finir, David, est-ce que pour Barack Obama, la signature de cet accord est cruciale pour l'héritage qu'il souhaite laisser derrière lui à la Maison-Blanche? Il s'agit clairement de l'un de ses ultimes chevals de bataille. Il a bien quelques succès en termes de politique internationale, comme le réchauffement des relations avec Cuba, le retrait des troupes en Afghanistan ou la mort de Ben Laden, mais il lui manque un succès majeur diplomatique sur lequel pèse l'ombre de son prix Nobel controversé. Et cet accord avec l'Iran aurait un impact énorme sur la liste de ses accomplissements. Voilà, ce qui voudra peut-être dire beaucoup de choses sur la position des Américains dans les jours qui viennent et l'intérêt pour Barack Obama de bel et bien signer cet accord. Merci beaucoup, David, depuis New York. Et puis, les Israéliens restent évidemment eux aussi inquiets à l'approche de la signature d'un accord. La presse israélienne suit de près le dossier. C'est le cas évidemment aussi de la presse iranienne. Maurice, on va commencer par celle-là. Effectivement, Barbara, Zarif est monté en première ligne dans la presse iranienne. Le chef de la diplomatie iranienne rappelle aux grandes puissances dans le quotidien Iran Daily qu'elles doivent choisir entre la coercition et l'entente. En d'autres termes, stopper le programme nucléaire iranien par la force ou signer un accord aux conditions fixées par Téhéran. Zarif s'est également expliqué devant les caméras de la télévision iranienne pour déplorer un changement de position des Occidentaux et ce qu'il nomme des demandes excessives. Le chef de la diplomatie iranienne révèle par là même l'existence de divergences de vues entre les 5+1. Enfin, l'agence de presse officielle Fars News cite des sources diplomatiques à Vienne qui défendent la réputation des négociateurs iraniens. Le retard est dû aux Occidentaux et en particulier aux États-Unis qui ces derniers jours ont présenté des demandes excessives. Les mêmes sources démentent les allégations selon lesquelles les négociateurs iraniens n'ont pas carte blanche pour prendre des décisions. Voilà, et côté israélien, on suit de près évidemment le dossier. Plusieurs titres dans les journaux ce matin. On démarre par le Jerusalem Post qui revient sur cette procédure au Congrès américain. Exactement, c'est le côté politique américain qui intéresse le Jerusalem Post. Si l'accord n'est pas conclu aujourd'hui avant midi, le Congrès sera en congé parlementaire, ce qui donnera non pas 30 mais 60 jours aux républicains pour examiner les termes de l'accord.
affirme le Jerusalem Post. L'ex-ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Oren, a estimé, toujours dans le même quotidien, que le délai supplémentaire de 30 jours donné au Congrès est dans l'intérêt d'Israël et sera bien accueilli à Jérusalem. En tout cas, Barack Obama prépare déjà les démocrates à un difficile combat au Congrès. Haaretz, nouvelle prolongation des pourparlers avec l'Iran, peut-être jusqu'au 13 juillet, titre le quotidien qui souligne les menaces de John Kerry. Nous sommes prêts à quitter la table des pourparlers, a dit le secrétaire d'État dans un message envoyé directement à la direction iranienne. Les Américains attendent des dirigeants iraniens qu'ils prennent enfin des décisions. Dans le cas contraire, nous mettrons fin aux pourparlers, affirme Kerry, cité par Haaretz. Et on finit par le commentaire d'Israël Hayom. Si la blague ne se faisait pas sur notre dos, cela aurait pu être drôle, affirme le quotidien. Incontestablement, les Iraniens ont élevé l'art du bazar à son plus haut degré. En règle générale, c'est le vendeur qui fait un geste vers l'acquéreur en baissant les prix. À Vienne, c'est le vendeur qui a obtenu ce qu'il demandait et veut rentrer chez lui avec le maximum. Merci Maurice pour ce tour d'horizon de la presse israélienne et iranienne. On s'arrête à présent sur l'homme clé de ces négociations. Mohammad Javad Zarif est le chef de la diplomatie iranienne. On le dit cordial, très habile dans la tractation, mais également déterminé. Betsabe Salem. 20 mois désormais, carburant sa barbiche minutieusement taillée et un sourire à peine forcé, Mohammad Javad Zarif enchaîne les allers-retours entre Téhéran et l'Europe. Objectif, cette satanée signature entre les grandes puissances. Son corps de 55 ans souffre de ce marathon et le ministre iranien des Affaires étrangères se réfugie régulièrement dans un fauteuil roulant, une fois à l'abri des caméras. Quant à son flegme, il est sérieusement ébranlé. Prise entre l'inquiétude des uns qui tremblent à l'idée d'une arme nucléaire iranienne et l'asphyxie de millions d'autres étranglés par des sanctions économiques. Sans compter qu'à Bruxelles, les sourires de la baronne britannique Catherine Ashton ont fait place au mépris à peine fin de Federica Mogherini. Une médiation d'autant plus éprouvante que c'est lui, Zarif, qui doit faire avaler des couleuvres au guide suprême Ali Khamenei, alors qu'on lui reproche chez lui trop américanisé. Lui qui connaît bien les Américains et se promène aux côtés de John Kerry, il insiste sur l'importance qu'il accorde aux droits de son peuple. Le seul accord que la nation iranienne acceptera est un accord juste, équilibré, respectant la grandeur nationale et les droits du peuple iranien. Malgré tout, les ultra-conservateurs lui reprochent ses concessions, tandis que les Occidentaux lui reprochent ses volte-face. Ali, notre spécialiste du monde arabe, bonjour, merci d'être avec nous. Ali Waked, un mot d'abord sur Zarif. Est-ce qu'il est populaire en Iran? Est-ce que c'est le nouvel héros national, celui qui va sauver le pays de l'asphyxie économique? Je ne sais pas si lui, il va sauver le pays, mais lui, il fait sans doute partie d'une équipe qui jouait maintenant d'une grande popularité, l'équipe qui est autour du président Rouhani. Mais cette popularité, elle nuit à l'aile conservateur dans le régime. Donc, on ne peut pas pour le moment présenter Zarif en tant qu'héros national, mais c'est un cheval sur lequel les Occidentaux comptent pour l'avenir de l'Iran. Barbara, c'est juste... comment vous avez décrit Zarif et la montée de Zarif. Et moi, je tiens à faire signe du grand rapprochement de ces derniers jours entre l'Iran et la Russie. Ouais. Qui lui contribue au fait que les Iraniens ne cèdent pas ou cèdent peu à la pression des Occidentaux. Le fait que les Iraniens se permettent de dire que les Occidentaux sont en train de négocier entre eux et que chacun des pays participants aux négociations a ses propres lignes rouges. Ça profite à l'Iran. Ça profite à l'Iran, ça permet à l'Iran, de gagner un peu plus de temps et de se concentrer sur la levée des sanctions. Les Iraniens disent que sur le plan technique, il n'y a pas grande différence entre l'équipe iranienne et les négociateurs, si on peut mettre tous les négociateurs dans un même panier. Et les Iraniens savent très bien profiter des différences même entre Français et Américains, pas seulement entre les Russes, les Chinois d'un côté et tous les trois
et les 3 autres. Et le fait que les Iraniens sentent que les Américains veulent voir un accord à tout prix laisse les Iraniens confidents que pour le moment, les autres options, les options militaires, etc., ne sont pas sur la table. Alors, pour finir, un mot de la population iranienne. Chaque tentative de contestation du régime, on le sait, est sévèrement muselée en Iran. Est-ce que la population est exaspérée, même si cela n'est pas affiché, des dizaines de millions de dollars que le régime investit dans le programme militaire nucléaire et non pour la société, pour des réformes économiques? Des dizaines de millions, moi je pense que c'est une estimation trop modeste. Il s'agit de centaines de millions. Et la population n'apprécie non plus le fait que des centaines de milliers sont investis en dehors de l'Iran au soutien du Hezbollah, au soutien du régime syrien, au soutien du Hamas et du djihad islamique. Et c'est la ligne que mènent Zarif et Rouhani, essayer de se concentrer sur l'avenir interne de l'Iran et essayer d'aboutir à un accord que l'aile conservateur ne le veut pas à tout prix. Merci beaucoup, Ali Waked. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Tout de suite, un prochain point sur l'actu. On se retrouve dès lundi. Portez-vous